Aujourd'hui à Revue, je vous donne 12 raisons extrêmement scientifiques qui font de Roadhouse le meilleur film au monde. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. C'était impossible pour Hollywood de s'empêcher de faire un remake de Roadhouse. Un remake que personne n'avait demandé et que personne voulait. Mais ça, c'est des excuses qui n'ont jamais empêché Hollywood de nous pondre une merde. Je vais essayer de passer les prochaines minutes à vous expliquer pourquoi ce remake-là ne sert à rien. Faut vraiment que j'aie l'énergie d'un gars qui revient de vacances pour m'attaquer à ce truc-là. Et ça commence maintenant. Je vais vous parler de Roadhouse 2024 de manière différente à d'habitude. Ouais, je vais pas vous faire un résumé du film ou une narration du film. Je vais plutôt y aller sur les trucs qui m'ont énervé. L'autre manière de voir ça, c'est que je vais le comparer à celui de 89. J'ai essayé d'être indulgent, j'ai pas été capable. Commençons par les CGI de merde. Et ça te frappe parce qu'il s'agit ici d'une des premières scènes du film où tu vas voir Post Malone se battre contre un autre gars dans des genres de combats organisés illégal. Un concept qui aurait pu très bien fonctionner, celui des combats organisés souterrains, mais qui est absolument pas exploité et qui a du CGI vraiment mauvais dedans. On peut donner une excuse au réalisateur. Ils ont choisi de mettre Post Malone en tant que combattant. Post Malone est un musicien hyper connu. Post Malone n'est ni cascadeur ni acteur. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je le vois faire des caméos dans des films et à chaque fois, c'est mauvais. Donc, c'est possible que Post Malone, comme il sait pas comment se battre devant la caméra, eh bien, ils ont dû ajouter des effets digitaux afin que ça ait l'air d'un mec qui se bat contre un autre mec. Mais bon, des coups de poing en CGI, on pourrait s'en passer. Et le pire dans tout ça, c'est que Dalton, au début, ne se bat pas. Non, parce que l'autre, il a tellement peur, OK, qu'il veut pas se battre contre lui. Quand il sort de son combat, Dalton se fait recruter par une femme qui a un bar. Un bar qui s'appelle Roadhouse. Je te paierai bien. 5 000 par semaine pendant 1 mois. Je vais vous dire un truc, et c'est important pour la suite des choses. Ce bar est tout sauf un Roadhouse. Un Roadhouse, d'habitude, est soit sur le bord d'une route ou d'une autoroute. Ici, on parle d'un bar de plage qui est beaucoup plus près de ce qu'on a vu dans Cocktail avec Tom Cruise que dans Roadhouse de 89 avec Patrick Swayze. Un autre truc bizarre de son bar, c'est qu'il n'y a jamais personne dans son bar. Pas de farce, le bar est toujours presque vide. Comment elle fait pour offrir 5000 balles à Dalton par semaine si son bar est toujours vide? Au moins, dans l'original, on prenait le temps de nous expliquer que le propriétaire avait investi du pognon. J'ai investi du pognon dans ce projet. Et pour protéger cet investissement, j'ai engagé le meilleur videur de la profession. Ici, il faut prendre pour acquis que même les bars vides font assez d'argent pour se payer un videur à 5000 balles par semaine. Admettons que moi, je suis propriétaire d'un bar, OK? Et que d'un côté du bar, il y a une route. Et que de l'autre côté, t'as une magnifique vue sur l'océan Atlantique. J'appelle pas ça Roadhouse. Non, mais je pense que le côté vendeur aurait été l'océan, pas la vue sur la route. C'est un endroit magnifique ici. Tu m'étonnes qu'il est magnifique. Je pourrais aller plus loin en vous disant que s'il y a des palmiers, t'es pas dans un Roadhouse non plus. D'un autre côté, ils ont filmé le film en République dominicaine, donc trouver des vrais Roadhouse en République dominicaine, c'est pas facile. Morale de l'histoire, on est très loin du double deuce. Je vous le dis, faut être cool. Et maintenant, c'est le moment de vous parler de Dalton, en tout cas de l'interprétation de Jake Gyllenhaal de Dalton. Dans le Roadhouse de 2024, Dalton a tué un mec dans un combat de UFC. Un mec qui meurt dans un combat de UFC, pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Mais dans le film, ça dérange Dalton énormément, OK? D'ailleurs, on a des flashbacks tout le long du film. Oui, ils ont décidé de nous montrer son combat de UFC petit bout par petit bout, presque jusqu'à la fin du film.
Au lieu de nous le montrer au complet au début, donc on aurait eu une baston au début de UFC qui nous aurait montré Dalton en train de tuer un gars, ici, on nous montre par petits flashbacks. Parce qu'à la base, l'idée d'un Dalton qui était avant un combattant de UFC, c'est pas une mauvaise idée. Là où ça devient illogique, et suivez mon raisonnement, le mec est sorti de l'UFC parce qu'il a tué quelqu'un, OK? Mais la vraie réalité de la vie, le monde dans lequel on vit aujourd'hui aurait fait de lui une super méga star. On lui aurait offert des millions pour son prochain combat. Le gars est tellement dangereux qu'il a tué quelqu'un dans l'octogone. 5000 balles par semaine pour être videur dans un bar ou des millions pour aller se battre dans un octogone. Tu m'as pété le bras, putain. Eh, bien sûr que je te l'ai pété. Ouais. Oui, mais c'est normal qu'il se sente coupable d'avoir tué quelqu'un, etc. Vous avez tout à fait raison. Mais est-ce que c'est une raison pour être suicidaire? Oui, parce que dans le Roadhouse de 2024, Dalton est suicidaire. Je rappelle à tout le monde que dans celui de 89, Patrick Swayze était philosophe, on va dire. C'est un mec qui s'interrogeait sur le sens de la vie et tout. Il avait également tué un homme. Tu sais qu'il a tué un type? Ah, je te jure, il lui a tranché la gorge. Mais vous savez ce que Patrick Swayze n'était pas? Suicidaire. Non, parce que ce côté-là de continuer à vivre malgré les erreurs que t'as fait faisait de lui une meilleure personne. Cette gonzesse, elle t'avait pas dit qu'elle était mariée. On passe par-dessus le fait qu'il aurait pu devenir millionnaire avec le UFC, on passe par-dessus le fait qu'il a envie de se tuer, et il finit par arriver au Roadhouse pour 5000 balles par semaine. Je vous rappelle que l'endroit est vide, hein? C'est bien qu'il sache faire ça. Parce que, je te jure, comme barman, il est à chier. Salut toi qui crois que Roadhouse de 1989 est un ode à la violence, à la misogynie et à la masculinité toxique. Sans te dire que tu n'as rien compris à Roadhouse de 1989, je crois que c'est le moment pour toi de passer ton chemin, mon petit flocon de neige. Oui, ne t'abonne pas ici, ne laisse pas de commentaires et retourne regarder des vidéos de chats. Pour les autres, nous retournons à Roadhouse de 2024. Maintenant, faut que je vous parle de la musique dans Roadhouse de 2024. En 1989, dans l'original, Jeff Healey était en charge de la musique. On parle ici d'un vrai musicien de blues rock et ça fonctionnait à 120% dans l'original. La musique de l'original te suit tout au long des moments qu'on passe dans le bar, c'est super important. Ici, c'est autre chose. Ici, on est dans un mélange de pop rock, de reggae, un peu de blues rock, peut-être une fois dans le film. C'est plus du hipster de fond de garage qui nous font chier que de la musique de Roadhouse. Parce qu'oubliez pas que le Roadhouse Blues est un style qui existe. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille quelques albums de Stevie Ray Vaughan. Et si vous savez pas qui est Stevie Ray Vaughan, c'est le moment pour vous de découvrir que Google peut changer votre vie. On peut aimer ou ne pas aimer le blues ou le blues rock, mais une chose est certaine, dans Roadhouse de 2024, on met tellement de genres musicaux que t'es sûr de pas aimer ça. Parlons maintenant de l'intérêt amoureux de Dalton dans ce film-là. Pour ceux et celles qui se souviennent de ma vidéo sur Roadhouse, je vous parlais de Kelly Lynch, Doc. Quand vous regardez Doc maintenant, est-ce qu'elle est cochonne ou intelligente? Un coup de couteau. C'est ce que je disais. Intelligente, bien sûr, elle porte des lunettes. On réessaye. Sur ce plan, est-ce qu'elle est cochonne ou intelligente? Vous cherchez quelqu'un? Vous. Cochonne, bien sûr, elle a une nappe sur le dos et elle est venue draguer Dalton. Dans celui de 2024, il tombe également amoureux d'un docteur. D'une doctoresse? En tout cas, la fille est médecin. Parce qu'on peut pas différencier en 2024 une fille qui saurait être professionnelle avec des lunettes et cochonne sans lunettes. On a décidé à la place de toujours la mettre pareille. Insignifiante. Mon ancien coiffeur. Je me coiffe seule maintenant.
Oui, elle va se faire kidnapper à la fin. Oui, son père est le shérif. Et on ne comprendra jamais comment ils tombent en amour un de l'autre, parce qu'ils se parlent peut-être 30 secondes avant de tomber en amour. Et tu sais très bien que c'est un date. Et si vous voulez que j'aille plus loin que ça, il y a un truc qui m'a fait rire dans la VO, OK? Parce que ça, dans la VF, vous le verrez pas. Dans la VO, OK, son père parle avec un accent américain. Elle parle anglais avec un accent hispanique. Moi, je peux comprendre qu'il y a des immigrants qui arrivent à quelque part, OK? Et ces immigrants-là, en tant que parents, ils vont parler avec un accent de leur pays. Mais l'enfant qui est né ici, qui vit ici, qui travaille ici, qui a fait des études de médecine aux États-Unis, d'habitude, il a perdu son accent. Vous voyez, c'est là où des fois la diversité forcée dans les films nous offre des moments cocasses. You think we don't have the internet out here? I know what happened. Mais ici, on essaye de nous faire croire à une histoire d'amour qui n'existe pas. En tout cas, si vous avez regardé ce film-là, que vous y avez vu une histoire d'amour, laissez-le moi savoir. Pars. Un autre truc intéressant dans ce film-là, pour cocher toutes les cases de ce que je déteste dans un film, on dirait, il y a une gamine. Une gamine qui bosse dans une librairie. Les librairies dans les films Roadhouse, c'est hyper important. Le héros reste et construit sa maison sur un petit lopin de terre. Tout ce que je vous dirai sur la gamine, c'est que enlevez toutes les scènes de la gamine dans le film, OK? Et dites-moi si ça change quoi que ce soit à l'histoire. Certains d'entre vous diront, oui, mais à la fin, ils font brûler la librairie. Et maintenant, si son intérêt amoureux aurait été libraire au lieu de médecin, ça aurait eu plus de sens, non? Oui, parce que pensez-y 2 secondes, en plus de la kidnapper, il aurait fait cramer sa librairie. Mais bon, il y a une gamine dans le film et ça sert à rien. Pas certain d'être le héros de cette histoire, Charlie. T'es pas non plus le méchant. Maintenant, faut que je vous parle de la pire bande de bikers de l'histoire des bikers au cinéma. La vie, c'est pas juste. Oh, je viens de te gifler, ça va aller. Ici, on parle déjà de 4-5 mecs. Donc, on est loin de ce que j'appellerais un club de motards organisé, là. 4-5 mecs, ça va pas faire peur à grand monde. Ensuite, c'est les plus grosses chochottes de l'histoire des chochottes. Le dernier, je crois que... Merci de nous avoir amenés. Quand je les voyais à l'écran, là, je me disais qu'il y a des mecs qui font véritablement partie de bandes de motards, de criminels organisés, OK? J'imagine que ces gens-là, quand ils regardent Roadhouse de 2024, doivent réellement prendre la présence de ces motards-là dans le film comme une grosse claque au visage. Il est tout cool, tout gentil, on croirait Mère Teresa ou je sais pas trop qui. Et maintenant, Billy Magnussen, Ben Brandt en méchant. Je vous le dis tout de suite, la performance de méchant de Billy Magnussen n'est même pas digne de cirer les souliers de Ben Gazzara en Wesley dans Roadhouse de 89. Déjà, c'est pas le vrai méchant du film. C'est le méchant parce qu'on voit pas le vrai méchant qui est son père. Oui, parce que son père est en prison, voyez-vous. Et tout ce que ça aurait pris pour nous faire comprendre que son père était un vrai méchant, c'est une scène de son père en prison en train de parler au téléphone avec son fils. Une scène que, bien sûr, on n'a pas. Donc, le méchant, Brandt, a peur de son père qui est en prison. Vous voyez où on instaure les bases du malice ici, là. Le mec a peur d'une conversation au téléphone. Il est peut-être temps de faire intervenir votre père. Le mec est même pas respecté par Conor McGregor quand Conor McGregor se pointe, quoi. Et c'est quoi ce message? C'est Ben, pas vrai? Je rappelle à tout le monde qu'un des points les plus importants d'un film de baston, c'est des méchants qui tiennent la route. Les motards ne font pas le boulot et le méchant principal, Brandt, le fait encore moins parce que sa motivation est une motivation immobilière. Ah, les motivations immobilières. De videur. Va foutre en l'air mon grand rêve. Et là, je vois déjà certains dire « Ouais, mais c'était quoi la motivation de Wesley dans le premier Roadhouse? » Eh ben, c'est facile à expliquer ça, mon grand. Wesley, dans le premier Roadhouse, il veut du pouvoir. Oui, c'est un mégalo. Il veut que tout lui appartienne. Il veut que tout le monde soit à sa botte. Ils ont risqué leur vie pour sauver ce minable de Red Webster et son bazar de merde.
Le mec a besoin de la permission de son père pour aller faire pipi et t'es en train de me dire que ça, c'est le méchant qu'on va avoir dans ce film-là? Et vous rigolez, alors que tout mon projet est en train de tomber à l'eau. Maintenant, je vais vous parler de Conor McGregor, le mec qui sert de menace physique à Dalton durant le film. Conor McGregor est un combattant de UFC incroyable. Non seulement est-ce qu'il a été efficace dans l'octogone, mais en plus, c'est un gars qui a servi à vendre le UFC grâce à sa personnalité. Mais Conor McGregor n'est pas un acteur. Donc, Conor McGregor ne joue pas. Conor McGregor fait du Conor McGregor. Alors, c'est quoi le souci? Mon fils qui déconne! Faut régler ça! Il joue lui-même sur la coke et c'est pas un grand exploit. Personne s'attend à voir Conor McGregor diviser l'atome dans un film, ça c'est certain. Et il nous donne plus ou moins ce qu'on peut s'attendre de Conor McGregor dans un film. Là, t'as un méchant problème, mon gars. Pour commencer, il va me falloir plus que 3 sandwichs. Le pire dans tout ça, c'est que lui, il travaille directement pour le père de Brent. Il travaille pas pour Brent. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais au moins, Conor McGregor a l'air de s'amuser. Si vous avez regardé le film en VF, vous avez quand même manqué un petit quelque chose parce que l'accent irlandais de Conor McGregor, il est vachement musical. J'irais même jusqu'à dire que ça aurait été plus drôle dans la VF si on avait donné un accent québécois peut-être à Conor McGregor. Mais ils n'ont pas fait ça. Est-ce que Conor McGregor en fait trop parfois? Bien sûr. Mais bon, c'était la première fois qu'il jouait au cinéma, je crois, et c'est fort probablement pas la dernière. Parce qu'à travers tout ce ramassis de merde-là, un bon réalisateur, OK, un mec avec un peu de jugeote pis qui sait quoi faire avec lui, devrait réussir à faire quelque chose de pas mal avec Conor McGregor. Je sens que je vais m'éclater! Cette soirée, c'est la mienne! Un des points qu'on ramène souvent sur le Roadhouse de 89, c'est que la police est absente jusqu'à la fin du film. Et si la police est présente? Et en anglais, il s'appelle Big Dick. En français, Grand Popol. Grosse bite aurait été beaucoup plus approprié. Et moi, la plupart des gens m'appellent Grand Popol. Je vous appellerai pas comme ça. Comme on veut faire des liens qui servent pas à grand-chose, eh bien, Grand Popol est le père de la médecin qui tombe en amour avec Dalton. Est-ce qu'elle l'appelle Grand Popol dans l'intimité? Je sais pas. Mais j'imagine que pour toutes les jeunes femmes du monde, savoir que le surnom de ton père, c'est Grosse Bite à quelque part, ça doit être vachement flatteur. Mais à quoi tu joues, putain? Et bien sûr, Grand Popol travaille pour Brandt. C'est un de ses hommes de main ou un de ses partenaires. C'est pas super bien expliqué, mais ils sont de connivence. Ce gars-là m'a l'air très décontracté pour quelqu'un dont la fille a été kidnappée. Dans le film de 2024, il y a un manque cruel de mentor. Je sais que pour certains, ça va être un détail inutile, mais la présence de Wade Garrett dans celui de 89 est incroyable et extrêmement importante à l'histoire du film. Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Déjà, ça met en perspective la carrière de Dalton qui a appris son métier de quelqu'un. Et ensuite, le fait que Wesley tue Wade Garrett donne une motivation supplémentaire à Dalton. Parce que Wade Garrett, dans le film de 89, c'est le conseiller, c'est le confident, c'est le mentor, c'est la figure paternelle de Dalton. Te fausser des coups de pied dans le cul. Non, pas de ça entre nous, Dalton. Ici, en 2024, Dalton, il a pas d'amis. Il y a absolument personne pour le conseiller, sauf la libraire de 15 ans. D'un côté, une libraire de 15 ans, de l'autre, Wade Garrett. Je vous laisse faire votre choix. Tu te rappelles le proverbe, 100 milliards de mouches peuvent pas se bourrer, faut bouffer de la merde. Et avant de passer à la conclusion, je dois vous parler de la fin de ce film-là. La fin du film dure 42 minutes. J'ai compté. Après cette baston-là, Dalton va décider de se casser. Et là, il y a des méchants qui vont aller brûler la librairie. Ça va énerver Dalton grave, comprenez-vous? Donc, il va décider que maintenant, c'est OK de tuer des gens. Vous savez, ce petit combat interne qu'il y avait en dedans de lui, là, parce qu'il a tué quelqu'un dans un ring, eh bien maintenant, il l'a plus du tout. Dans un cas comme dans l'autre, tu peux plus respirer. Ensuite, Dalton va trouver de l'argent qui appartient à Brent et tuer un autre mec, parce que je vous le dis, c'est OK de tuer dans la vie de tous les jours. Vous vous demandez, mais pourquoi il tue comme ça, Steve? Parce qu'il est fâché.
Et quand Dalton il est fâché, ben il est vraiment fâché. C'est rare que j'en arrive là, mais quand j'y suis, j'arrive plus à redescendre. J'aimerais bien pourtant, mais... Donc, Brand qui veut avoir son argent va kidnapper la docteure, qui est également la fille de Grand Popol, qui va aller voir Dalton pour lui dire qu'ils ont kidnappé sa fille. Une logique scénaristique impénétrable. Comment Dalton va réussir à sauver la fille et pas lui donner son pognon? Eh bien, il va faire sauter le bateau de Brand. Et vous vous dites, ouais, mais la fille, elle est pas dans le bateau? Le fait que la fille soit sur le bateau n'a aucune influence, OK? Parce que même si le bateau est en train de cramer et de couler, Dalton va la sauver quand même. Il y a quelques blagues de merde durant cette fin également. Notre cher petit octogone. Ah! Où t'as appris la géométrie? On est rendu au moment du film où on va envoyer chier les lois de la physique. On va même les envoyer chier 2 fois de suite. Et tout ça va nous mener à une baston entre McGregor et Dalton. Ils conduisent du mauvais côté. Pendant que Dalton est par terre, McGregor, au lieu de tuer Dalton, va décider qu'il va tuer Brandt. Pourquoi tuer le fils du mec qui l'a engagé? Eh bien, parce qu'il peut. Faut faire quoi pour que tu la fermes? J'aimerais ça pouvoir vous dire que le duel entre McGregor et Dalton est incroyable, mais c'est pas le cas. Déjà, parce qu'on n'a pas véritablement bâti la haine entre les deux personnages durant le film. Ils avaient 2 heures pour que les deux gars apprennent à se détester réellement. Dalton en avait plus contre les gars qu'on fait cramer la librairie que contre McGregor en réalité. Donc, comme s'il s'agissait ici d'une obligation, ben Dalton va finir par tuer McGregor. Je vous le dis tout de suite, OK? Si vous avez regardé le générique, à la fin, il y a une scène où McGregor sort de l'hôpital. Donc, Dalton n'a même pas réussi à le tuer. Il y avait un méchant qui avait vraiment de l'air d'un méchant dans ce film-là, et le héros du film a pas réussi à le tuer. Sinon, Grand Popol va regarder Dalton et lui dire « Va-t'en, t'as sauvé ma fille, j'ai rien vu. » C'est le moment de partir, Dalton. T'es jamais venu ici. Ça aurait clairement été mieux qu'il n'y ait pas de police dans ce film-là. Sinon, c'est la fin de Roadhouse de 2024. Vous aimez souffrir. La douleur n'est rien. En conclusion, ce film-là n'a de Roadhouse que le titre. Et à quelque part, pour comprendre à quel point ce film-là n'a rien à voir avec l'original, le Roadhouse de 1989, faut comprendre que Roadhouse de 89 est une tranche de vie d'une époque qui n'existe plus. Oui, parce que vous remarquez que dans la vidéo, je ne vous ai pas parlé du langage qui était utilisé dans celui de 89 comparé à celui de 2024. Ici, on a beau vivre dans un monde de boîtes de nuit ou de bars de plage, il n'y a rien qui se dit pour choquer personne. Non, personne ne peut regarder le film de Roadhouse 2024 aujourd'hui et être choqué. C'est une autre tranche de son époque. C'est aseptisé, c'est lisse et ça dérangera personne. Un truc qui m'énerve avec Hollywood, c'est qu'ils ont cette tendance-là. Ils appellent ça du brand recognition ou de la reconnaissance de marque. Comme ils voient Roadhouse de 89 comme une marque, donc un nom que les gens connaissent, eh bien, ils prennent le nom et font un film qui n'a rien à voir avec l'original. Et c'est ce qui est frustrant, c'est qu'utiliser la marque Roadhouse était inutile pour ce film-là. T'aurais pu appeler ça « Piège mortel en République dominicaine », on y aurait plus cru. Et si vous êtes rendu là dans la vidéo, vous vous êtes rendu compte que c'est un film qui se passe dans un bar avec très peu de bastons dans un bar. C'est une réinterprétation du personnage de Dalton qui a absolument rien à voir avec Dalton. Le réalisateur du film, Doug Liman, a fait un de mes films de SF préférés qui est Edge of Tomorrow ou Live, Die, Repeat avec Tom Cruise. Un film de SF exceptionnel. Même son Monsieur et Madame Smith est un super film d'action, quoi. Ici, il est passé à côté. Même si j'enlève le fait que ça s'appelle Roadhouse, je sais, j'accroche à ça, mais admettons ça se serait appelé autre chose, c'est quand même pas un super bon film d'action parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action dedans. Et maintenant, Jake Gyllenhaal dans le rôle de Dalton. Jake Gyllenhaal est un bon acteur.
c'est un mec qui m'a offert de belles performances dans certains films que j'ai beaucoup aimés, de Jarhead à Enemy à Prisoners. Le mec, d'habitude, choisit bien ses rôles. Mais voici le problème avec sa performance dans Roadhouse. N'importe qui aurait fait plus ou moins la même chose que lui. T'aurais pris n'importe quel acteur lambda, t'aurais eu une performance équivalente. On peut pas dire qu'il amène sa touche, on peut pas dire que son jeu se démarque. Il est ni meilleur ou moins bon que n'importe qui d'autre qu'on aurait pu choisir en 2024 pour jouer ce rôle-là. Et c'est ça qui, à quelque part, est triste. J'aurais peut-être préféré qu'il prenne un mec moins connu, mais qui aurait amené quelque chose, qu'un mec connu qui fait le minimum syndical. Et par minimum syndical, je veux dire arriver là, bâti au couteau et boosté à la testostérone. On se souviendra de la performance de Jake Gyllenhaal dans sa carrière comme d'une de ses performances les plus génériques. En tout cas, c'est mon opinion. Personne qui a regardé 2-3 films dans sa vie va dire que la meilleure performance de Jake Gyllenhaal est dans Roadhouse. Sur la chaîne Revue, vous pouvez trouver une vidéo qui décrit Roadhouse en 12 raisons qui en font le meilleur film au monde. Je vous la conseille si vous ne l'avez pas vu. Mais il y a également une vidéo qui vous parle de Roadhouse 2 de 2006. Eh bien, vous savez quoi? L'histoire de Roadhouse 2 ressemble beaucoup plus à l'histoire de Roadhouse de 2024. Et si vous avez jamais vu Roadhouse 2, eh bien, c'est parce que c'est pas bon. Donc, prendre une histoire vachement similaire à celle de 2006, est-ce que c'était une bonne idée selon vous? Et là, j'arrive au vif du sujet. Oui, parce que là, j'entends déjà les commentaires « OK, boomer ». Déjà, je suis pas un boomer, je suis de la génération X, donc, va chier. Ensuite, j'ai vu plein de critiques de ce film-là, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, dire que le film était pas si mauvais que ça. Je me souviens d'une époque où la barre était plus haute que c'est pas si mauvais que ça. Peut-être que je suis un vieux con, je sais pas, mais pas si mauvais que ça comparé à quoi? Comparé à un film d'action lambda qui sort sur Prime ou sur Netflix? Ou pas si mauvais que ça comparé à l'original de 89? Parce que là, quand on est rendu à du pas si mauvais que ça, on s'entend-tu que la barre est pas très haute? Après, pour ceux qui ont aimé ce film-là, à quelque part, je vous comprends. Si ça vous a diverti et que vous avez passé un bon moment, tant mieux. Mon seul problème, c'est qu'il n'aurait pas dû appeler ça un film Roadhouse, parce que ça n'a rien à voir avec Roadhouse, comme je vous ai déjà dit. Et apparemment, vous n'êtes pas seul à avoir aimé ce film-là, et tant mieux pour vous, parce que apparemment Prime Video se vante que c'est un des films qui a le mieux fonctionné sur leur plateforme. Donc peut-être qu'à quelque part, c'est moi qui se trompe. Peut-être que mes attentes étaient trop élevées. Ou peut-être, encore une fois, que pas si mauvais que ça, c'est le nouveau standard établi. Il existe une partie de moi qui aurait pu être encore plus méchante avec ce film-là. Oui, parce que dans ce film-là, ils ont utilisé des voix via intelligence artificielle parce que les acteurs étaient en grève. Ça, c'est pas correct. Aussi, j'aurais pu vous parler de la cinématographie qui est très, très, très ordinaire. J'ai trouvé les plans de nuit trop sombres et les plans de jour trop de jour. Bizarre, non? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais la cinématographie de ce film-là, l'image qu'on nous montre, est très ordinaire. Ensuite, oubliez pas qu'il y a une histoire d'amour dans ce film-là, sans scène d'amour. Oui, parce que les gens, maintenant, ils font plus l'amour. Même quand ils s'aiment, ça vaut pas le coup, quoi. Ça, c'est sans spécifier qu'un film de baston qui se passe dans un bar où tu peux compter sur les doigts d'une main le nombre de bastons dans un bar qu'il y a, c'est peut-être pas un très bon film de baston. Ça me fera plaisir de vous lire dans les commentaires, les bons comme les mauvais, parce que je sais que plusieurs abonnés attendaient cette vidéo-là sur le Roadhouse de 2024, et c'est pour ça que je l'ai choisi à quelque part pour mon retour de vacances. 1, j'avais l'énergie pour la faire, et 2, comme plusieurs remakes de films que j'ai adorés dans ma jeunesse, il ne m'a que déçu. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Revue le podcast. Dernier épisode était avec Alex de la Fuite en vidéo où on parle de 1992. N'oubliez pas non plus que Revue a une chaîne Patreon sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, sans publicité et non censuré. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce, activez les notifs et partagez la vidéo avec vos amis. En attendant, on se revoit la prochaine fois.